Lors de mon mariage, mon père m'a humilié au micro, affirmant que mon mari était désespéré. J'étais figé, jusqu'à ce que mon époux se dirige vers le projecteur et appuie sur lecture. Bonjour à tous. Je m'appelle Coralie Dubois. J'ai 29 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru avoir appris l'art de me taire. Je l'ai appris lors des dîners de famille où les blagues étaient aussi tranchantes que des couteaux et où tout le monde riait, sauf moi. Je l'ai appris lors d'étapes importantes qui auraient dû compter, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'ont jamais fait. Et je l'ai appris le mieux le jour qui était censé m'appartenir. Le jour où j'ai remonté l'allée, croyant être enfin à l'abri de l'humiliation publique. J'avais tort. Car à mon mariage, devant 187 invités, mon père a pris un micro et a rappelé à toute l'assemblée le peu d'estime qu'il avait pour moi. Il a qualifié mon existence de ressort comique. Il a transformé mon mariage en divertissement. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la même honte glaciale que je portais depuis l'enfance, mais magnifiée, résonnant dans une salle remplie de gens qui ne connaissaient pas mon histoire, mais qui étaient invités à en rire malgré tout. Ce que mon père ne savait pas, c'est que mon mari n'était pas venu à ce mariage sans préparation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 8 mois plus tôt, quelqu'un avait commencé à prêter attention. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement ruiné un discours. Cela a détruit une réputation, mis fin à un mariage, fait s'effondrer un partenariat commercial et forcé l'homme le plus puissant de ma famille à quitter mon mariage, seul. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsque la vérité refuse enfin de rester silencieuse. Au moment où mon père a pris le micro, j'ai su. Pas logiquement, pas parce que j'avais déjà des preuves, mais parce que mon corps a reconnu le schéma avant que mon esprit ne le rattrape, la poitrine qui se serre, la respiration courte, l'envie instinctive de sourire, même si je voulais disparaître. La réception de mon mariage battait son plein au château de Valmey, le genre d'endroit que mon père adorait car il était impressionnant sous tous les angles. Nappe blanche, verre en cristal, un léger air de jazz flottant dans l'air. Les invités se mêlaient en petits groupes, riant avec aisance, le champagne coulant comme si la soirée était parfaite. Mon père, Édouard Dubois, se tenait au centre de tout cela. Costume sur mesure, sourire assuré, la posture d'un homme qui croyait que chaque pièce existait pour sa performance. Il n'a pas attendu d'être présenté. Il ne le faisait jamais. Il a simplement tapé 2 fois sur le micro et attendu le silence. « J'aimerais dire quelques mots sur ma fille », a-t-il dit. La salle s'est tue. J'ai senti la main de mon mari se resserrer sur la mienne sous la table. Nicolas ne regardait pas mon père. Il me regardait, calme, stable, comme s'il se préparait à encaisser le choc avec moi au lieu de le regarder de loin. Coralie a toujours été un défi, a poursuivi mon père, laissant le mot planer juste assez longtemps pour sonner comme une blague. Des rires polis ont parcouru la foule. Pas aussi ambitieuse que son frère, pas vraiment la réussite de la famille. Plus de rires. Je fixais la tige de mon verre, craignant de m'effondrer complètement si je levais les yeux. Mais aujourd'hui, dit Édouard en levant sa coupe de champagne. Je suis fier d'annoncer qu'elle a enfin fait quelque chose de bien. Il marqua une pause, souriant plus largement. Alors, levons nos verres à ma fille, qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour l'épouser. La salle a éclaté. Tout le monde n'a pas ri. J'ai vu le sourire de ma mère se figer. J'ai vu le visage de ma tante se vider de toute couleur. Mais assez de gens ont ri pour que cela n'ait pas d'importance. Assez de gens ont ri pour que mon humiliation semble officielle, scellée par les applaudissements. Je ne pouvais plus bouger. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou. Ce mélange familier de honte et d'incrédulité. Même le jour de mon mariage, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait besoin de la salle. Il avait besoin du rire. Il avait besoin de me rappeler, à moi et à tout le monde, où était ma place. C'est à ce moment-là que Nicolas s'est levé. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas repoussé sa chaise violemment ni élevé la voix. Il s'est simplement levé, a ajusté sa veste et s'est dirigé vers l'installation du projecteur sur le côté de la salle, celui qui devait diffuser nos photos de fiançailles plus tard dans la soirée. Mon père a gloussé dans le micro. On dirait que le marié veut répondre. Je vous en prie. Nicolas ne l'a pas regardé. Il a plongé la main dans la poche de son gilet, en a sorti une petite clé USB et l'a branchée sur l'ordinateur portable connecté au projecteur.
Merci, Édouard, dit-il calmement. Je veux en effet dire quelque chose. L'écran derrière lui s'est allumé. Mais au lieu de parler de mon désespoir, continua Nicolas, sa voix stable. Je pense que nous devrions parler de ce que vous avez fait. Le sourire de mon père a vacillé, juste une seconde. Et dans cette seconde, quelque chose a changé en moi, car pour la première fois de ma vie, ce n'était pas à moi d'encaisser le coup. Ce n'était pas à moi qu'on disait d'en rire, de me taire, de préserver la paix. Quelqu'un d'autre se tenait dans la ligne de feu, et il ne reculait pas. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait sur cet écran. Je ne savais pas jusqu'où la vérité irait ni combien de vies elle toucherait. Tout ce que je savais, c'était ceci, l'histoire que mon père avait passé des décennies à contrôler était sur le point d'être racontée sans sa permission. Et quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière. La vérité n'a pas commencé à mon mariage. Elle a commencé des décennies plus tôt, dans une maison où l'amour était conditionnel et le silence récompensé. Dans la maison des Dubois, il y avait toujours deux versions de l'enfance qui se déroulaient en même temps. L'une était célébrée, l'autre était tolérée. Mon frère Julien avait 4 ans de plus que moi et dès qu'il a su marcher, il a été présenté comme l'avenir. Mon père le disait nonchalamment au début, comme un compliment. Ce garçon ira loin. Puis c'est devenu une attente. Julien est allé dans les meilleures écoles privées. Ses frais de scolarité n'ont jamais été discutés, jamais débattus. Ils étaient simplement pris en charge. Ses erreurs étaient appelées des expériences d'apprentissage. Sa médiocrité était recadrée comme un potentiel attendant d'être libéré. J'ai été élevé à ses côtés, mais pas avec lui. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris les règles sans que personne ne les énonce jamais. Ne pas interrompre ton père. Ne pas le contredire devant les invités. Ne pas poser de questions qui ressemblent à un doute. Et surtout, ne pas embarrasser la famille. Mon père, Édouard Dubois, n'avait pas besoin de crier pour contrôler une pièce. Il avait perfectionné quelque chose de plus efficace. Il utilisait l'humour. Il utilisait le timing. Il utilisait la menace silencieuse de la déception. Ces mots étaient souvent prononcés avec un sourire, enrobés juste assez de charme pour que, si vous réagissiez, vous passiez pour quelqu'un de trop sensible, d'ingrat, de dramatique. Coralie a toujours été imaginative, disait-il quand les proches posaient des questions sur mes centres d'intérêt. Elle fait quelque chose à Lyon, quand il demandait pour ma carrière. Julien est le sérieux, ajoutait-il. Comme une conclusion que tout le monde devrait déjà comprendre. Les gens riaient. Je souriais. Et quelque part en chemin, j'ai appris à me faire toute petite sans que personne ne le remarque. Ma mère, Marianne, était toujours là physiquement. Émotionnellement, elle existait par fragments. Douce là où mon père était tranchant, silencieuse là où il était bruyant. Elle arrondissait les angles. Elle expliquait ses humeurs. Elle me disait, c'est juste sa façon d'être. Comme si cette phrase pouvait adoucir des décennies d'impact. En y repensant, je ne crois pas qu'elle ne le voyait pas. Je crois qu'elle le voyait et ne savait pas comment l'arrêter. Le contrôle dans notre maison ne venait pas de règles affichées sur les murs. Il venait de l'argent, du timing, de celui qui avait le dernier mot dans chaque décision importante. Mon père gérait les finances. Il gérait les projets. Il gérait les récits, et avec le temps, nous autres avons appris à orbiter prudemment autour de lui, nous ajustant pour éviter la collision. Quand Julien a obtenu son diplôme universitaire, mon père a organisé une fête, 50 invités, un groupe de musique engagé, un discours sur l'héritage et le leadership. Il parlait de l'avenir du groupe automobile Dubois comme s'il était déjà écrit, comme si nous autres n'étions que des personnages secondaires attendant nos répliques. Quand j'ai obtenu mon diplôme, major de ma promotion, avec mention, toutes les cases cochées, mon père n'est pas venu. Il a dit qu'il avait une réunion importante. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait passé l'après-midi à son club de golf. J'ai reçu un texto ce soir-là. Félicitations. N'oublie pas de remercier tes proches. Cela aurait dû être le moment où j'arrêtais de lui trouver des excuses. Ça ne l'a pas été, car à ce moment-là, j'avais déjà appris la leçon la plus dangereuse de toutes, que l'approbation était quelque chose que l'on gagnait en étant agréable, en étant utile, en étant silencieux. L'université a été la première fois où le déséquilibre est devenu impossible à ignorer. L'éducation de Julien avait été payée sans discussion.
La mienne est venue avec de la paperasse, des demandes de prêts, des relevés mensuels qui arrivaient comme des rappels de ma place dans la hiérarchie familiale. Je me souviens d'être assise à la table de la cuisine à 18 ans, des formulaires étalés devant moi, essayant de comprendre des chiffres qui semblaient abstraits et terrifiants. Mon père a parcouru les papiers sans intérêt. C'est comme ça, a-t-il dit. Tu te débrouilleras. Je ne savais pas alors que de l'argent avait déjà été mis de côté pour moi. Je ne savais pas que des questions avaient été éludées dans mon dos. Je savais seulement que je signais des documents qui me suivraient pendant des années, tandis que la voix de mon père résonnait dans ma tête, sois reconnaissante. Ne fais pas de vagues. Alors, je n'ai pas demandé à voir les dossiers. Je n'ai pas demandé d'explications. J'ai supposé que le problème venait de moi. Au fil des ans, le schéma s'est approfondi. Julien a emménagé dans une maison que mon père a achetée. Il a rejoint l'entreprise avec un titre qui sonnait assez impressionnant pour clore les conversations. Les promotions arrivaient à date fixe, détachées de l'expérience. Chaque succès était magnifié. Chaque échec discrètement absorbé. Pendant ce temps, j'ai construit une carrière ailleurs. J'ai travaillé de plus longues heures. Je me suis prouvé dans des pièces où mon nom de famille ne signifiait rien. J'ai appris à mesurer ma valeur en privé car elle n'était jamais reconnue publiquement. Lors des réunions de famille, les commentaires de mon père se sont aiguisés. Ils atterrissaient toujours juste en deçà de la cruauté, mais assez près pour piquer. « Heureusement que tu es jolie », a-t-il dit une fois en riant. « Quelqu'un pourrait t'épouser. » Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes, puis je suis revenu et j'ai souri pendant le dessert. C'était mon rôle. C'est comme ça que je survivais. Au moment où j'ai rencontré Nicolas, je m'étais convaincu que c'était normal, que chaque famille avait ses hiérarchies, que l'amour venait avec des conditions, que le silence était une forme de paix. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que de l'extérieur, la structure de ma famille ne semblait pas du tout normale. Elle semblait contrôlée. Elle semblait répétée, et elle semblait fragile. Le soir où Nicolas nous a rejoints pour dîner pour la première fois, il n'a pas défié mon père. Il n'a pas interrompu. Il a simplement observé. Il a écouté. Il a remarqué les pauses, les blagues qui coupaient trop net, la façon dont la pièce changeait au gré de l'humeur d'Édouard. Plus tard, il me poserait une question qui a fait éclater quelque chose. Mais à l'époque, je croyais encore que si je continuais d'essayer, de sourire, de minimiser, je pourrais rendre mon père fier. Je ne comprenais pas encore que le système n'était pas conçu pour que je réussisse. Il était conçu pour me maintenir petite. Et je n'avais aucune idée de tout ce que ce système m'avait déjà pris. Au moment où je suis parti pour l'université, j'avais déjà appris à porter un poids en silence. Le campus semblait être un autre monde. Des bâtiments en briques, de larges pelouses, des gens qui parlaient avec confiance d'avenir qu'ils supposaient les attendre. Je me suis inscrite à l'université de Lyon avec une lettre de bourse pliée soigneusement dans mon portefeuille, comme si la preuve pouvait disparaître si je ne la gardais pas près de moi. Je me suis dit que j'avais de la chance. Je me suis dit que je pouvais gérer le reste. Ce que je ne me suis pas dit, c'est à quel point je me sentais seul en signant des documents de prêt à 18 ans. Je me souviens très bien du bureau d'aide financière. Les murs beiges, le bourdonnement des néons, une femme expliquant les taux d'intérêt comme si elle récitait la météo. J'ai hoché la tête, prétendant comprendre, prétendant ne pas avoir peur, prétendant que c'était normal. Mon père avait déjà clairement indiqué que cette partie de ma vie était ma responsabilité. Julien a besoin de stabilité, avait-il dit quand j'avais demandé prudemment, poliment, pourquoi les choses étaient différentes pour nous. Tu es plus indépendante. Indépendante. Le mot sonnait flatteur jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Alors, j'ai pris les prêts. J'ai signé mon nom là où on me l'a dit. Je me suis dit que je les rembourserais rapidement après mon diplôme. Je me suis dit que c'était juste comme ça que la vie d'adulte commençait. Et pendant des années, je n'ai jamais remis en question pourquoi j'étais la seule enfant du bois dont l'éducation venait avec une facture mensuelle. Il y a eu des moments où les calculs n'avaient pas de sens. De petites incohérences qui effleuraient ma conscience puis disparaissaient. Mes grands-parents, les parents de ma mère, avaient toujours été prudents avec l'argent. Pas riches, mais réfléchis. Ils découpaient des coupons. Ils économisaient. Ils parlaient de planifier l'avenir d'une manière que mon père ne faisait jamais.
Ils sont décédés l'année avant que je commence l'université. À 19 ans, noyée sous les cours et les demandes de prêt, ma tante, Roselyne Meyer, a mentionné quelque chose en passant. Nous étions dans sa cuisine, des tasses de thé refroidissant entre nous, quand elle a dit « Tes grands-parents voulaient s'assurer que tu puisses aller où tu voulais. Ils ont mis quelque chose de côté pour toi. » Je me souviens m'être figé. Comment ça? Ton fonds pour les études, a-t-elle dit comme si c'était de notoriété publique. Ils avaient été très clairs à ce sujet. Quand j'ai demandé à mon père plus tard, il n'a pas levé les yeux de son journal. Cet argent n'était pas suffisant, a-t-il dit. Il a dû être utilisé pour d'autres dépenses familiales. Tu comprends? Je ne comprenais pas, mais j'ai hoché la tête quand même, car à ce moment-là, le questionner semblait dangereux. Non pas parce qu'il crierait, mais parce qu'il se retirerait. Il deviendrait froid, distant, et d'une certaine manière, c'était pire. Alors j'ai accepté son explication. Je n'ai jamais demandé à voir les documents. Je n'ai jamais demandé où l'argent était allé. Je me suis dit que si quelque chose m'avait été destiné, je l'aurais su. Que s'il manquait quelque chose, ce devait être parce que je ne l'avais pas mérité. Cette croyance s'est installée profondément. Elle a façonné ma façon de me mouvoir dans le monde. L'université est devenue un cycle d'efforts et d'épuisement. J'avais 2 emplois à temps partiel en plus de mes cours. Je veillais tard, j'étudiais plus dur, je me poussais parce que l'échec semblait inabordable à plus d'un titre. Chaque réussite était accompagnée d'un soulagement plutôt que de fierté. Lorsque les relevés de prêt ont commencé à arriver après l'obtention de mon diplôme, je les ai classés soigneusement. Des paiements mensuels, des années qui s'étendaient devant moi, un rappel silencieux que mon indépendance avait un prix. Pendant ce temps, mon frère s'intégrait sans heurts dans l'entreprise familiale. Son chemin était lisse, soutenu, inévitable. Quand il avait des difficultés, mon père intervenait. Quand j'avais des difficultés, je prenais du recul. Pendant les vacances, mon père parlait d'opportunités d'investissement et de plans d'expansion, de discipline, de responsabilité. J'écoutais en calculant combien d'années encore je paierais pour un diplôme que ma famille aurait pu se permettre facilement. Je me suis dit que cela ne me rendait pas amère. Je me suis dit que cela me rendait plus forte. Et peut-être que c'était le cas, d'une certaine manière. J'ai construit une carrière sur la compétence. J'ai appris à gérer l'argent avec soin. Je suis devenu responsable parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais cela m'a aussi appris quelque chose de plus silencieux et de plus dommageable. Que je devais m'attendre à moins. Que si je voulais la paix, je devais accepter le déséquilibre. Que l'équité était un concept enfantin et que la loyauté familiale signifiait avaler l'inconfort sans se plaindre. Au moment où j'ai rencontré Nicolas, cette façon de penser me semblait normale. Je ne voyais pas mon silence comme une blessure. Je le voyais comme de la maturité. Ce n'est que des années plus tard, des mois avant mon mariage, que la vérité a fait surface d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Elle n'est pas venue comme une accusation, mais comme un document, un relevé bancaire daté de plusieurs années avec mon nom imprimé clairement en haut. Un virement que je ne reconnaissais pas, un montant qui m'a serré la poitrine quand je l'ai vu. Je regarderai cette page et réaliserai que ce que j'avais accepté comme une circonstance avait été un choix, le choix de quelqu'un d'autre. Mais à 18 ans, assise dans ce bureau d'aide financière, je n'avais aucun moyen de savoir que mon indépendance avait été orchestrée, que la dette que je portais n'était pas inévitable. Que les leçons silencieuses que j'avais apprises sur le sacrifice et le silence avaient été construites sur un mensonge. Tout ce que je savais alors, c'était comment endurer. Et pendant longtemps, cela m'a semblé être la seule option que j'avais. La vie d'adulte n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle s'est insinuée discrètement, déguisée en responsabilité. Après l'université, je suis resté en ville et j'ai construit une vie qui avait du sens sur le papier. J'ai trouvé du travail dans la finance, j'ai appris le langage des feuilles de calcul et des prévisions, j'ai appris à parler avec confiance dans des pièces où mon nom de famille ne signifiait rien. J'ai loué de petits appartements. J'ai payé mes factures à temps. J'ai pris des décisions sans demander la permission. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'indépendance. De l'intérieur, cela ressemblait à de la survie avec un meilleur éclairage. Je travaillais plus dur que nécessaire. Non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que quelque chose en moi croyait que si je pouvais simplement être indéniablement compétente, les questions cesseraient. Que si je pouvais prouver ma valeur par le rendement et la précision,
le jugement silencieux avec lequel j'avais grandi finirait par s'adoucir. Ce ne fut pas le cas. Chaque promotion était comme une petite victoire que je célébrais seul. Chaque évaluation de performance qui disait dépasse les attentes atterrissait avec une satisfaction sourde, rapidement suivie par la pensée familière, ne t'installe pas dans le confort. Le succès, avais-je appris, était temporaire. L'approbation encore plus. Lors des réunions de famille, rien n'a changé. Mon père me présentait toujours vaguement, comme si ma vie était un espace réservé qu'il n'avait pas pris la peine de remplir. Elle fait quelque chose à Lyon, disait-il en agitant la main comme si ma carrière était un hobby. Lorsque les proches posaient des questions, il les redirigeait vers le dernier rôle de Julien dans l'entreprise, le prochain plan d'expansion, l'avenir qu'il était toujours impatient de narrer. Julien avait emménagé dans une maison que mon père avait achetée à Saint-Germain-en-Laye. Il conduisait une voiture qui n'avait jamais eu d'échéancier de paiement. Son titre de poste sonnait assez important pour faire taire la curiosité, même lorsque l'expérience ne le justifiait pas. Et rien de tout cela n'était présenté comme du favoritisme. C'était présenté comme de la logique. Il a besoin de stabilité, disait mon père. Il a des responsabilités. Comme si je n'en avais pas. J'ai arrêté d'essayer de me justifier vers la fin de la vingtaine. Ce n'était pas une décision consciente. C'est juste devenu épuisant de traduire une vie qui était constamment minimisée. Alors je souriais. Je hochais la tête. Je déviais les questions avant qu'elles n'atterrissent. Au travail, j'étais précise et respectée. À la maison, j'étais toujours la fille qui devait être reconnaissante pour toute l'attention qu'elle recevait. Le contraste était vertigineux. Il y avait des moments où cela semblait presque absurde. Je sortais de réunions où je gérais des millions d'euros, puis je m'asseyais en face de mon père au dîner pendant qu'il se demandait si mon travail était assez stable. J'ai appris à compartimenter rapidement, à séparer la personne que je devenais du rôle que l'on attendait de moi. Mais la séparation n'est pas la même chose que la guérison. Je portais le déséquilibre avec moi. Je le portais dans mes relations, dans mes amitiés, dans la façon dont je m'évaluais. Je suis devenue prudente, facile à vivre, le genre de personne qui ne demande pas grand-chose parce que demander n'avait jamais joué en ma faveur. Lorsque mes remboursements de prêts étudiants arrivaient chaque mois, je les traitais comme une taxe silencieuse sur l'indépendance. Je me disais qu'ils étaient la preuve que j'avais réussi par moi-même. Je n'avais pas encore de mots pour le ressentiment qui faisait surface de temps en temps, vif et malvenu, avant que je ne le refoule. Il était plus facile de croire au récit qu'on m'avait donné, que la lutte forgeait le caractère, que le confort se méritait, que l'équité était facultative. Ma mère a remarqué des changements en moi avant tout le monde. Elle appelait et demandait comment j'allais, vraiment, puis se taisait quand je lui donnais des réponses superficielles. Parfois, elle soupirait comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas par où commencer. Nous ne parlions jamais directement de mon père. Nous n'en avions pas besoin. Sa présence façonnait chaque conversation, même quand il n'était pas dans la pièce. Le contrôle ne s'annonce pas toujours. Parfois, il vit dans ce qui n'est pas dit. À la fin de la vingtaine, ma vie s'était installée dans un schéma qui semblait stable de l'extérieur et incomplet de l'intérieur. J'avais une carrière que je respectais. J'avais des routines qui me faisaient avancer. J'avais appris à exister sans attendre de sécurité émotionnelle des personnes qui auraient dû me l'offrir. Je ne me voyais pas comme endommagé. Je ne me voyais pas comme privé de quelque chose. Je me voyais comme réaliste. Je croyais que c'était simplement le coût de l'appartenance à ma famille, que l'amour venait avec des conditions, que le silence était le prix de la paix et qu'endurer en silence était la même chose qu'être forte. Je n'avais aucune idée que cette croyance était sur le point d'être remise en question. J'ai rencontré Nicolas Moreau un soir ordinaire, ce qui est probablement la raison pour laquelle il m'a fallu si longtemps pour réaliser à quel point il allait tout changer. C'était en janvier, frais et calme, lors du dîner d'anniversaire d'un ami commun en ville. J'ai failli ne pas y aller. Le travail avait été intense, ma patience à bout, et les rassemblements sociaux ressemblaient encore à des performances auxquelles je n'avais pas encore renoncé. Nicolas est arrivé en retard, s'est excusé doucement à la table et a plus écouté qu'il n'a parlé. Quand il parlait, c'était réfléchi, mesuré, comme s'il n'essayait d'impressionner personne. Cela m'a frappé plus que de raison. Nous avons d'abord parlé de choses neutres, le travail, les voyages, le genre d'échange superficiel qui s'estompe généralement le lendemain matin. Mais quand j'ai mentionné mon travail,
il n'a pas réorienté la conversation sur lui. Il a posé des questions de suivi. Il s'est souvenu des détails. Il n'a pas sourcillé quand j'ai parlé avec assurance. C'était inhabituel, réconfortant, légèrement désorientant. Au 3e rendez-vous, j'ai réalisé autre chose. Nicolas ne se précipitait pas. Il n'interrompait pas mes silences ni n'essayait de les combler. Il laissait les pauses exister sans exiger d'explication. J'avais passé si longtemps à m'adapter aux attentes des autres que d'être accueilli avec patience a été un petit choc pour mon système. 4 mois plus tard, il a rencontré ma famille. Je me suis dit que tout irait bien. Je me suis dit que j'avais déjà géré ça auparavant. Je l'ai prévenu gentiment. Rien de dramatique, juste assez pour gérer les attentes. Mon père peut-être. Intense, ai-je dit, minimisant déjà. Le dîner avait lieu chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye, dans la salle à manger familière avec la table polie que mon père aimait mentionner chaque fois qu'il y avait des invités. Édouard était assis en bout de table, tenant la cour comme d'habitude, des histoires sur l'entreprise, des vantardises décontractées déguisées en humour, des commentaires qui atterrissaient différemment selon votre place. Nicolas est resté poli, observateur. Quand mon père a tourné son attention vers lui, j'ai senti ce serrement familier dans ma poitrine. Alors, dit Édouard en coupant son steak. C'est vous le nouveau petit ami. Ce n'était pas une question. J'espère que vous ne comptez pas filer comme les autres, a-t-il continué d'un ton léger. Coralie a l'habitude de faire fuir les hommes. La table a ri. J'ai senti mon visage s'échauffer, l'envie instinctive d'arrondir les angles montant déjà en moi. Papa. Je dis juste. Il a haussé les épaules. On doit se demander ce qui ne va pas quand quelqu'un ne peut pas garder une relation plus de 6 mois. Nicolas n'a pas réagi. Il a terminé son repas, a complimenté la cuisine de ma mère, a remercié mon père pour le dîner et lui a serré la main avant que nous partions. Tout le trajet de retour en ville s'est fait en silence. 15 minutes sont passées. Puis 20. Il a garé la voiture sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant doucement dans l'obscurité. « Est-ce que ton père te parle toujours comme ça ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, pour contextualiser, pour défendre. Les mots se sont alignés automatiquement. Il est bien intentionné. Il est juste direct. Ce n'est pas grave. Mais quelque part entre la pensée et la parole, ils se sont effondrés. Au lieu de cela, je me suis mis à pleurer. Pas discrètement, pas gracieusement. J'ai pleuré comme on pleure quand quelque chose de longtemps contenu finit par céder. Mes épaules tremblaient, ma respiration était saccadée. J'ai pleuré pendant 40 minutes sur le bord de la route pendant que Nicolas était assis avec moi, sa main posée près de la mienne, sans insister, sans essayer de réparer quoi que ce soit. Quand les larmes se sont calmées, il a posé une autre question, doucement, prudemment. Sais-tu que la façon dont il te parle n'est pas normale ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre, observant les phares passer, me sentant exposé d'une manière que je n'avais pas prévue. La question n'était pas accusatrice. Elle n'était pas destinée à provoquer. Elle était simplement offerte. Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, après qu'il m'ait déposé, je suis resté éveillé, rejouant ce moment. La façon dont mon corps avait réagi avant que mon esprit ne le rattrape, la façon dont sa question avait atterri quelque part plus profondément que n'importe quelle critique ne l'avait jamais fait. Au cours des semaines suivantes, de petites choses ont commencé à changer. Nicolas posait des questions sur ma famille sans jugement. Il écoutait quand je parlais et remarquait quand j'évitais certains sujets. Une fois, quand mon père a appelé pendant le dîner et que je me suis instinctivement excusé, Nicolas a observé en silence. Il n'a pas commenté. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il a juste remarqué. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il remarquait plus que je ne le pensais. Il ne m'a jamais dit quand il a commencé à prendre des notes, des dates, des phrases, la façon dont mes épaules se tendaient à certaines blagues, la façon dont ma voix changeait quand le nom de mon père était mentionné. Il ne l'a pas annoncé. Il ne l'a pas présenté comme une protection. Plus tard, il dirait qu'il voulait juste comprendre la forme du problème avant de le nommer. Quand il m'a demandé en mariage en mai, ce n'était pas élaboré. Pas de public, pas de spectacle, juste une soirée tranquille, une question simple, et le sentiment clair et constant que c'était quelqu'un qui me voyait entièrement et ne me demandait pas de me faire plus petite.
J'ai dit oui avant qu'il ait fini de demander. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Ma mère a pleuré. La réponse de mon père a été différente. Je m'occupe du mariage, a-t-il dit. Considère ça comme mon cadeau. À l'époque, cela semblait généreux. Cela semblait être un soulagement. Je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait quand Édouard Dubois offrait de prendre le contrôle de quelque chose de public. Et je n'avais aucune idée que pendant que j'essayais de planifier un avenir, Nicolas avait déjà commencé à découvrir des morceaux de mon passé que je n'avais jamais eu le droit de voir. Cette prise de conscience viendrait plus tard. Pour l'instant, tout ce que je savais, c'est que quelqu'un avait enfin posé la question que j'avais passé ma vie à éviter. Et une fois qu'elle avait été posée, il était impossible de ne pas l'avoir entendue. Nicolas ne m'a jamais dit quand le changement s'est produit. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de moment où il a dit « Je m'inquiète pour ton père » ou « Je pense que quelque chose ne va pas ». La vie a continué en surface. Des journées de travail, des dîners, des appels pour l'organisation du mariage qui me contournaient de plus en plus pour aller directement à Édouard. En fait, les mois après nos fiançailles semblaient plus bruyants, pas plus calmes. Plus d'opinion, plus de contrôle déguisé en générosité. Ce que je ne voyais pas, c'est ce qui se passait en coulisses. Nicolas a commencé à écouter différemment, pas seulement moi, mais les schémas, les répétitions, la façon dont mon père parlait de l'argent comme d'une autorité, pas d'une responsabilité, la manière désinvolte dont les décisions étaient justifiées sans transparence. Les choses qui étaient toujours expliquées mais jamais documentées. Il n'a pas confronté Édouard. Il n'a pas prévenu ma mère. Il ne m'a rien dit. Il a commencé à rassembler du contexte. Tout a commencé par un appel de ma tante, Roselyne Meyer, au début de l'été. Elle se préparait à vendre l'ancienne maison de mes grands-parents, celle qu'ils lui avaient laissée des années auparavant, et avait besoin de conseils sur des papiers de succession. Nicolas était spécialisé en droit de la famille et des successions. Elle supposait qu'il pourrait l'orienter. Il a accepté d'examiner les documents. C'est là qu'il l'a trouvé. Enfoui parmi les relevés bancaires et les archives se trouvait un compte ouvert à mon nom des années plus tôt. Une fiducie pour l'éducation. La date a immédiatement attiré son attention. Le montant aussi. Un retrait, un virement. La destination, le compte courant personnel d'Édouard Dubois. Les fonds avaient été déplacés en totalité. Nicolas n'a pas réagi impulsivement. Il a fait des copies. Puis il a vérifié les dates. Il a croisé les chronologies. Quand il a rappelé Roselyne, sa voix était calme mais précise. « Étiez-vous au courant de ça ?» a-t-il demandé. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Puis elle a dit doucement, « Je me suis toujours demandé pourquoi Coralie avait dû prendre des prêts. » Elle lui a dit que mes grands-parents avaient été explicites. L'argent était destiné à mon éducation, rien d'autre. Quand elle avait interrogé Édouard à ce sujet des années auparavant, il avait mis fin à la conversation. Lui avait dit que c'était une affaire de famille, de ne pas s'en mêler. J'avais peur de lui, a-t-elle avoué. Nous avions tous peur. Nicolas ne m'a rien dit de tout cela tout de suite. Il a continué à chercher. Il a consulté les registres liés au groupe automobile Dubois, cherchant des schémas qui pourraient expliquer où cet argent était passé. Ce qu'il a trouvé à la place, c'était un nom qu'il ne reconnaissait pas, Lydia Granier. Elle avait travaillé comme comptable dans l'entreprise pendant plusieurs années. Ses dates d'emploi coïncidaient parfaitement avec les fonds manquants. Les archives publiques montraient qu'elle avait divorcé en 2019. La raison invoquée était brève, clinique, dévastatrice, infidélité avec l'employeur. Nicolas l'a contacté par le biais d'un contact professionnel. Il n'a pas accusé. Il n'a pas exigé. Il a expliqué qui il était, qui j'étais, et pourquoi il posait des questions. Elle a accepté de le rencontrer. Dans un café tranquille à Neuilly-sur-Seine, Lydia lui a tout raconté. 6 ans, des promesses, des chambres d'hôtel privées, des messages qu'elle avait gardés parce que quelque chose en elle savait qu'elle aurait un jour besoin de preuves. Elle avait perdu son mariage, sa réputation, du temps avec ses enfants. Et quand Édouard a mis fin à la liaison, il est passé à autre chose sans conséquence. Elle a fait glisser son téléphone sur la table, les mains tremblant légèrement. Les messages étaient explicites, horodatés, sans équivoque. Quand Nicolas a demandé si elle serait d'accord pour qu'il les utilise, elle n'a pas hésité.
J'attends depuis des années que quelqu'un me croie, a-t-elle dit. Utilisez tout ce dont vous avez besoin. Ce soir-là, Nicolas est rentré à la maison avec des preuves qui allaient bien au-delà de ce à quoi il s'était attendu. Pourtant, il ne m'a rien dit. Il a attendu. Ce n'est qu'en août, un mois avant le mariage, qu'il m'a finalement assise à notre table de cuisine. Il tenait un dossier dans ses mains, épais et sans inscription. Il y a quelque chose que je dois te montrer, a-t-il dit. Et quoi que tu décides d'en faire, je te soutiendrai. Le premier document était le relevé bancaire. J'ai reconnu mon nom instantanément. J'ai regardé les chiffres, le virement, la date qui correspondait parfaitement à l'année où j'étais assise dans ce bureau d'aide financière à signer des papiers de prêt. Ma poitrine s'est serrée. La pièce semblait plus petite. C'est mon fonds pour l'université, ai-je murmuré. Oui, a dit Nicolas. Il l'a pris. Les pages suivantes étaient des captures d'écran, des messages, des promesses écrites par l'homme qui m'avait fait la leçon sur la discipline et le sacrifice depuis aussi longtemps que je me souvienne. Des messages envoyés alors qu'il était marié à ma mère, alors qu'il me disait d'être reconnaissante, alors qu'il façonnait notre famille autour du silence. J'ai lu chaque mot. Quand j'ai fini, j'ai posé les papiers soigneusement, comme s'ils pouvaient se briser si je ne le faisais pas. Depuis combien de temps sais-tu, ai-je demandé. 2 mois, a-t-il dit. Je voulais être sûr. Et que veux-tu que je fasse? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a pris ma main à la place. C'est ta décision. Nous pouvons le confronter en privé. Nous pouvons le dire à ta mère. Ou nous pouvons ne rien faire du tout. Je ne voulais juste pas que tu prennes des décisions sans connaître la vérité. Je suis restée assise là pendant un long moment. Pendant 29 ans, j'avais appris à endurer, à justifier le déséquilibre, à croire que le silence était une force. Mais en tenant ces documents, quelque chose a changé. Je ne sais pas ce que je veux faire, ai-je dit finalement. Mais je sais que je ne veux plus me taire. C'était le point de non-retour. Le plan ne s'est pas formé du jour au lendemain. Il s'est déroulé lentement, soigneusement, au cours des 2 semaines suivantes. Un soir, alors que le brouillard s'installait sur la baie, Nicolas l'a exposé. Ton père va faire quelque chose au mariage, a-t-il dit. Il ne pourra pas s'en empêcher. Je savais qu'il avait raison. Alors, nous attendons, a poursuivi Nicolas. S'il se comporte bien, nous gérons ça en privé plus tard. Mais s'il dépasse les bornes, il a mis la main dans sa poche et a sorti une petite clé USB. Alors la vérité sera montrée. Je l'ai fixée. 4 minutes de preuve, des années de mensonges condensés en quelque chose qui tenait dans la paume de sa main. Et s'il ne le fait pas, ai-je demandé. Alors ça reste dans ma poche. J'ai pensé à ma mère, à mon frère, aux invités, à l'image qu'Édouard avait passé des décennies à construire. Puis j'ai pensé à l'argent dont je n'avais jamais su l'existence, et aux années que j'avais passées à croire que mes difficultés étaient de ma faute. D'accord, ai-je dit. Nous étions prêts. Et pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à encaisser un choc. Je choisissais où me tenir. Le matin de mon mariage est arrivé tranquillement, presque trompeusement. Je me suis réveillé avant le lever du soleil dans une suite du château de Valmey. Les vignobles à l'extérieur de ma fenêtre étaient encore enveloppés de brume. Pendant un instant, tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Ma robe était suspendue près de la fenêtre, la soie ivoire captant la première lumière. Sous ma trousse de maquillage, soigneusement rangée dans mon sac de voyage, se trouvait un mince dossier de copie que Nicolas avait insisté pour que nous apportions, au cas où. La clé USB n'était pas avec moi. Elle était là où elle était depuis des semaines maintenant. Dans la poche du gilet de Nicolas. À 8 heures, ma mère est venue m'aider à me préparer. Marianne paraissait plus âgée qu'il y a un an. Plus de cheveux gris parsemaient sa chevelure, des rides plus profondes autour de ses yeux. Mais quand elle m'a vu dans ma robe, son visage s'est adouci. « Tu es magnifique », a-t-elle dit en ajustant mon voile. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, personne pour la corriger. C'était la première fois qu'elle me disait ces mots sans jeter un coup d'œil vers la porte. Dehors, je pouvais entendre la voix de mon père porter à travers la cour, décisive, autoritaire, indubitablement aux commandes. Il dirigeait le personnel, vérifiait les arrangements, s'assurait que tout répondait à ses normes. Le projecteur, la disposition des places,
le timing. Ce mariage, comme tant de choses auparavant, était devenu sa production. À midi, les invités ont commencé à arriver. Les voitures remontaient la longue allée à intervalles réguliers. Costumes d'affaires, robes d'été. Des visages familiers mêlés à des inconnus que je ne reconnaissais que des présentations de vacances. 187 invités, mon père l'avait fièrement annoncé. Quand j'avais parcouru la liste plus tôt cette semaine-là, j'avais compté moins de 40 noms que je connaissais réellement. Les autres étaient là pour Édouard Dubois. À 17h, la cérémonie a commencé. Je me tenais à l'entrée du jardin, le bras de mon père passé dans le mien. Son costume était sur mesure, du genre dont il aimait mentionner le prix. Il s'est légèrement penché alors que la musique commençait. « Ne me fais pas honte », a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. L'allée semblait plus longue que lors de la répétition. Des roses blanches bordaient le chemin, des bougies vacillant doucement alors que le soleil de fin d'après-midi déclinait, les visages tournés vers nous, mais je ne voyais qu'une seule personne. Nicolas se tenait à l'autel, calme et stable, ses yeux fixés sur les miens. Quand je l'ai atteint, j'ai remarqué que sa main se posait brièvement sur la poche de son gilet, puis se replaçait. La cérémonie elle-même était tout ce qu'un mariage devrait être, des vœux échangés, des alliances placées, des promesses prononcées avec intention. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Nicolas m'a serré contre lui et a murmuré « Quoi qu'il arrive ensuite, je t'aime ». Pendant un instant parfait, je me suis laissé croire que rien d'autre n'importait. Les applaudissements nous ont suivis le long de l'allée. Ma mère tamponnait ses yeux. Même Julien a réussi un sourire sincère, crispé mais présent. Mon père applaudissait le plus fort, se positionnant déjà près du micro installé pour les toasts de la réception. La cérémonie était terminée. Le véritable événement était sur le point de commencer. À 19h30, la réception battait son plein. Le dîner avait été servi. Filet mignon et saumon. Les choix de mon père, pas les miens. Le champagne coulait à flots. L'orchestre jouait du jazz doux pendant que les invités se mêlaient entre les tables. Partout où je regardais, Édouard animait la salle. Poignée de main, tape dans le dos, rire bruyant à ses propres blagues. Puis, sans y être invité, il a pris le micro. Pas d'introduction, pas de signal, juste 2 coups secs et le silence. J'aimerais dire quelques mots sur ma fille. Mon estomac s'est noué. Coralie a toujours été un défi, a-t-il commencé, marquant une pause juste assez longue pour que le mot s'installe. Pas aussi ambitieuse que son frère. Pas vraiment la réussite de la famille. Des rires polis ont parcouru la foule. J'ai senti la main de Nicolas se refermer sur la mienne sous la table. Mais aujourd'hui, a poursuivi mon père, son sourire s'élargissant. Je suis fier de dire qu'elle a enfin fait quelque chose de bien. Il a levé sa coupe de champagne. Alors, levons nos verres à ma fille, qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour l'épouser. La salle a éclaté. Les rires ont rempli l'espace, bruyants, incontrôlés, sanctionnés par l'homme tenant le micro. Tout le monde ne s'est pas joint à la fête. J'ai vu le visage de ma tante Roselyne pâlir. J'ai vu le sourire de ma mère se figer, ses yeux cherchant dans la pièce comme pour trouver une sortie. Mais assez de gens ont ri pour que cela n'ait pas d'importance. Je ne pouvais plus bouger. Le son semblait me presser de toutes parts. J'ai senti une chaleur monter à mon visage, mes oreilles bourdonnaient, ma respiration était courte et irrégulière. Devant près de 200 personnes, mon père avait réduit ma vie à une blague. C'était son schéma. La blague déguisée en vérité. L'humiliation présentée comme de l'humour. L'attente que je l'absorbe en silence et que je sois reconnaissante de l'attention. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je pourrais me lever, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse bouger, Nicolas l'a fait. Il n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas précipité. Il s'est simplement levé, a ajusté sa veste et s'est dirigé vers le projecteur sur le côté de la salle, celui qui devait diffuser nos photos de fiançailles plus tard dans la soirée. Mon père a gloussé dans le micro. On dirait que le marié veut répondre. Je vous en prie. Nicolas s'est arrêté à côté de l'ordinateur portable, calme comme toujours. Il a mis la main dans la poche de son gilet et a sorti la clé USB. Merci, Édouard, a-t-il dit d'un ton égal. Je veux en effet dire quelques mots. L'écran derrière lui s'est allumé.
Mais au lieu de parler de mon désespoir, a-t-il continué, marquant une pause juste assez longue pour que la salle se taise. Je pense que nous devrions parler de ce que vous avez fait. Le sourire de mon père a vacillé. Juste un instant, et à cet instant, quelque chose a changé en moi. Pas en colère, pas en triomphe, en clarté. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à encaisser un choc. Je regardais la vérité entrer dans la lumière, et la salle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. La salle est devenue silencieuse d'une manière qui semblait anormale, comme si l'air lui-même s'était immobilisé. Nicolas ne s'est pas pressé. Il se tenait à côté du projecteur, une main posée légèrement sur l'ordinateur portable, attendant que le dernier rire se soit estompé dans l'incertitude. Mon père s'est agité près du micro, la confusion vacillant sur son visage avant de se durcir en irritation. « Qu'est-ce que c'est » a exigé Édouard. « Éteignez ça. » Nicolas ne l'a pas regardé. Il a cliqué une fois. La première image a rempli l'écran derrière lui. Un relevé bancaire, net, sans équivoque, daté de plusieurs années. Un compte ouvert à mon nom, une fiducie pour l'éducation, suivi d'une seule transaction, un retrait complet, la destination clairement indiquée, compte courant personnel d'Édouard Dubois. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le faible bourdonnement du ventilateur du projecteur. Je sentais mon pouls dans mes oreilles, régulier mais fort, comme si mon corps avait décidé que c'était quelque chose qui valait la peine d'être rappelé clairement. Ceci, a dit Nicolas d'un ton égal, est le fonds pour les études que les grands-parents de Coralie avaient mis de côté pour son éducation. Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. C'est un malentendu. Nicolas a cliqué à nouveau. Et ceci, a-t-il poursuivi, c'est où cet argent est allé à la place. Quelques halètements ont parcouru la salle. Quelqu'un à une table voisine s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. Des téléphones ont commencé à apparaître, discrets au début, puis moins. Mon père s'est avancé vers l'ordinateur portable. C'est une affaire de famille privée. Vous l'avez rendu public en prenant le micro, a répondu Nicolas, sa voix calme, imperturbable. Et les relevés bancaires ne sont pas des opinions, ce sont des archives. Il a laissé l'image sur l'écran plus longtemps que confortable, assez longtemps pour que la réalité s'installe. Assez longtemps pour que les gens commencent à faire le calcul dans leur tête. Puis l'audio a été diffusé. La voix de ma tante Roseline a rempli la pièce, stable, mais indéniablement tendue. Elle a confirmé ce que les documents montraient, que l'argent m'était destiné, qu'elle s'était interrogée sur sa disparition des années auparavant, qu'Édouard l'avait fait taire. Le visage de mon père était devenu blême. « Éteignez ça » a-t-il lâché. « C'est de la diffamation. » Ce sont des preuves, a dit Nicolas, et nous n'avons pas fini. La diapositive suivante est apparue. Des messages textes. Le nom de l'expéditeur était visible, Édouard Dubois. Le nom du destinataire était flouté, mais le contenu n'avait pas besoin d'explication. Des promesses, des projets, une intimité explicitée sur des années. Des dates et des heures qui coïncidaient avec les vacances familiales, avec des voyages d'affaires, avec la vie que ma mère pensait vivre. Une coupe de champagne a glissé de la main de quelqu'un et s'est brisée sur le sol. Personne n'a bougé pour nettoyer. Ces messages s'étendent sur 6 ans, a dit Nicolas. Ils ont été vérifiés et notariés. La femme impliquée a fourni une déclaration sous serment. Ma mère s'est levée. J'ai senti son mouvement avant de le voir. Elle a mis une main sur sa bouche, son autre main agrippant le dossier de sa chaise comme si la pièce avait basculé. 32 ans de mariage s'effondraient en bulles de texte projetées pour que près de 200 personnes puissent les voir. C'est fabriqué, a dit mon père, mais sa voix s'est brisée. Je vous ferai arrêter. Pourquoi, a demandé calmement Nicolas. Pour avoir montré des messages que vous avez envoyés, avec des horodatages et des relevés téléphoniques? Les chuchotements s'étaient intensifiés maintenant, moins de choc, plus de calcul. Les gens se penchaient les uns vers les autres, les yeux allant de l'écran à mon père. L'image soigneusement construite qu'Édouard avait bâtie, homme d'affaires prospère, père de famille dévoué, se désagrégeait en temps réel. Puis Howard Linton s'est levé. Le plus grand partenaire commercial de mon père, un homme qui avait partagé des dîners de Noël chez nous pendant des années, un partenariat valant des centaines de milliers d'euros par an. Howard n'a pas parlé. Il a simplement hoché la tête une fois, a pris la main de sa femme et est sorti.
Le bruit des portes se refermant derrière lui a atterri plus lourdement que n'importe quelle accusation. D'autres ont suivi, un couple, puis un autre. Les chaises ont gratté doucement contre le sol alors que les gens rassemblaient leurs affaires, les visages tendus d'inconfort. J'ai regardé la salle se fracturer, l'énergie passant du spectacle à la distance. Julien était assis, figé, à la table d'honneur, le visage vidé de toute couleur. Il n'a pas défendu notre père. Il ne s'est pas levé. Il regardait droit devant lui, observant le monde qu'on lui avait promis se fissurer. Ma mère s'est alors dirigée vers moi, c'est pas mal assuré. Elle m'a atteinte et a enroulé ses bras autour de mes épaules, tremblante. 32 ans, a-t-elle murmuré. Je lui ai fait confiance pendant 32 ans. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, là, au milieu de la réception de mon mariage. Je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais lucide. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai compté les sièges vides. D'autres partaient encore. Les rires de quelques minutes plus tôt avaient été remplacés par des murmures et le tapotement silencieux des téléphones. Mon père se tenait seul près du micro, le tenant encore comme s'il pouvait l'ancrer à la pièce. Nicolas s'est approché et le lui a doucement pris des mains. « Je veux être clair sur quelque chose », a-t-il dit en se tournant vers les invités restants. Je ne suis pas désespéré. Je ne me contente pas de peu. Je suis la personne la plus chanceuse dans cette pièce. Il m'a regardé et malgré tout, le chaos, le chagrin, l'exposition, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Coralie est brillante, a-t-il poursuivi. Elle est gentille. Elle a passé sa vie à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez bien par quelqu'un qui avait besoin qu'elle se sente petite. Il s'est retourné vers mon père. Tu as eu des années pour être son père, a dit Nicolas doucement. Tu as choisi le contrôle à la place. Puis il s'est de nouveau adressé à la salle. Si vous souhaitez rester et célébrer avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous préférez partir, nous comprenons. Le dîner est payé. Quelques personnes ont ri, non pas cruellement, mais avec soulagement. La tension a légèrement changé. Mon père n'a pas attendu. Il s'est dirigé vers la sortie, ne s'arrêtant qu'une fois. Ses yeux ont croisé les miens. Pendant un bref instant, quelque chose comme de la confusion a traversé son visage, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment sa performance l'avait trahi. Tu le regretteras, a-t-il dit doucement. Personne n'a répondu. Les portes se sont refermées derrière lui, et le son a résonné dans la pièce. J'ai attendu la culpabilité, l'instinct de m'excuser, le réflexe d'arrondir les angles. Il n'est jamais venu. À la place, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. Je pouvais respirer, et alors que la main de Nicolas retrouvait la mienne, j'ai réalisé que la vérité n'avait pas détruit mon mariage. Elle l'avait enfin libéré. Les retombées, je l'apprendrai assez vite, ne faisaient que commencer. La salle a lentement retrouvé son équilibre, pas d'un coup, pas facilement, mais assez pour que la soirée continue. Au moment où l'orchestre a recommencé à jouer, la foule s'était éclaircie. Certains invités sont restés, se rasseyant avec des sourires prudents, ne sachant pas comment se comporter après la révélation de la vérité. D'autres se sont éclipsés discrètement, choisissant la distance plutôt que l'inconfort. Je n'ai pas compté à ce moment-là. Plus tard, j'apprendrai qu'un peu plus de la moitié est resté. Mon père était parti. Nicolas se tenait à mes côtés, stable comme toujours, sa main chaude dans la mienne. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi à la question. La réception de mon mariage venait d'exploser. Ma mère pleurait. Ma famille s'était fracturée à la vue de près de 200 personnes. Et pourtant, j'ai hoché la tête. Je crois que oui. Nous avons coupé le gâteau. C'était à la vanille. Pas mon premier choix, mais je l'ai à peine goûté. Des amis de l'université m'ont trouvé, me prenant dans des étreintes silencieuses, me disant qu'ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas, même quand je n'avais pas de mots pour le dire. Ma tante Roseline m'a serré les mains et m'a dit que mes grands-parents auraient été fiers. La mère de Nicolas m'a embrassé sur la joue et m'a accueilli dans sa famille sans condition. À 23h30, les derniers invités étaient partis. Les lumières se sont tamisées. Le jardin est devenu silencieux. Cette nuit-là, dans notre suite d'hôtel, mon téléphone était posé face contre table sur la table de chevet. Quand je l'ai finalement retourné, il y avait des appels manqués,
Des messages vocaux, un texto de ma mère disant qu'elle restait avec Roselyne et qu'elle avait besoin de temps, un message de mon frère demandant pourquoi je ne l'avais pas prévenu. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé le silence jouer en ma faveur. Les retombées sont arrivées rapidement après cela. Le plus grand partenaire commercial de mon père a mis fin à leur relation en quelques jours. D'autres ont suivi. Des contrats ont été suspendus. Des questions ont été posées. La réputation qu'Édouard Dubois avait passé des décennies à cultiver n'a pas survécu au contact de la vérité. Ma mère a demandé la séparation avant la fin du mois. Quand nous avons enfin parlé, elle m'a dit des choses que je ne savais pas sur les dettes, sur la peur, sur la façon dont elle avait appris à disparaître au sein de son propre mariage. Elle ne m'a pas demandé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste dit « Merci de m'avoir montré la vérité ». Mon frère a repris contact plus tard. Ses messages étaient hésitants, maladroits. Il a admis ce dont il avait bénéficié, même s'il n'était pas encore prêt à s'en excuser. Nous n'avons pas tout réparé. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons commencé par l'honnêteté. Quant à mon père, j'ai cessé de chercher des explications. Nous avons négocié le remboursement de l'argent qu'il n'avait jamais eu le droit de prendre. J'ai établi des limites claires, sans drame ni menace, contact limité, présence de témoins, aucun commentaire sur ma vie ou mes choix. Il a accepté d'un seul mot. C'était suffisant. Au moment où j'ai eu 30 ans, le poids que je portais depuis des années s'était allégé. J'ai remboursé mes prêts en avance. J'ai obtenu une promotion selon mes propres termes. Nicolas et moi avons construit un mariage ancré dans le respect plutôt que dans la performance. Je ne déteste pas mon père. Cela m'a surprise. Ce que je ressens maintenant, c'est de la clarté. Certaines personnes ont besoin que les autres se sentent petits pour pouvoir se sentir importants. Ce n'était jamais mon fardeau à porter. Mon mariage n'a pas été la fin de ma famille. Il a été le début de mes limites. Si vous avez déjà été rabaissé par quelqu'un qui aurait dû vous protéger, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas faible d'avoir survécu en silence. Mais vous avez le droit d'arrêter de survivre et de commencer à vous choisir.